Et merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à cette série d'explosions survenues à Kaboul aux abords de l'aéroport de la capitale afghane. On compte au moins 5 morts pour le moment, c'est un bilan évidemment toujours provisoire avec une trentaine de blessés. On ne connaît pas encore les auteurs de ces attaques, il n'y a pas de revendication même si les suspicions se tournent évidemment vers le groupe État islamique. Je rappelle que Londres avait averti et d'autres chancelleries occidentales d'une menace terroriste imminente. On compte 3 explosions. On va continuer d'en parler avec nos invités. Bien sûr, sur le plateau, Nicolas Jalot nous a rejoint, un documentariste qui connaît très bien l'Afghanistan. 2 documentaires bientôt sur le commandant Massoud sur les chaînes françaises, France 3 Histoire. Grégoire Degnaud, directeur de la rédaction de TV5 Monde et également grand reporter qui connaît très bien cette région. On sera encore une fois en direct peut-être de Kaboul, mais aussi on aura des témoignages de ce qui s'y passe. On va revenir d'abord sur ce qui s'est passé ces dernières heures à Kaboul avec Théa Bazdarevich. Voici les premières images de l'explosion à l'aéroport de la capitale afghane il y a un peu plus d'une heure. À ce moment-là, un ex-employé de l'ambassade de France à Kaboul était en route pour prendre l'avion pour quitter le pays. Il raconte. Les talibans, ils ont commencé à tirer en air pour disperser les gens parce qu'il y avait encore des gens qui étaient devant la porte de l'aéroport. Donc ils ont commencé à tirer pas mal des balles en air et on était tous choqués et on ne savait pas quoi faire. Donc et on a tout de suite commencé à quitter l'endroit. Et là, le bus nous demande à quitter le bus et de descendre. Une première explosion à proximité de l'Abbey Gate, l'un des 3 points d'accès à l'aéroport, puis une autre près de l'hôtel Bayron. Très vite, le Pentagone confirme l'information. Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Le nombre de victimes est incertain pour le moment. Nous fournirons des détails supplémentaires dès que nous le pourrons. Au moins 2 attaques suicides qui, selon un premier bilan, ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des Américains se trouveraient parmi les victimes. Depuis plusieurs jours, des responsables américains et européens alertaient sur l'imminence d'une attaque terroriste alors que les opérations d'évacuation d'Afghans et d'étrangers voulant fuir le pays sont en cours. Il est évident que la tension monte beaucoup. Nous connaissions tous ce risque depuis le début, compte tenu de la confusion qui règne à Kaboul et de la tension qu'il y a depuis le début au sein de l'aéroport militaire. Et les prochaines heures continueront d'être extrêmement risquées à Kaboul et à l'aéroport. La France, qui malgré une situation chaotique, annonce vouloir évacuer encore plusieurs centaines de personnes. Et il ne reste que très peu de temps. Les États-Unis, chargés de sécuriser l'aéroport de Kaboul, doivent quitter l'Afghanistan d'ici mardi. Et je vous le disais, Nicolas Jalot, documentariste qui connaît très bien l'Afghanistan, est avec nous sur le plateau TV5 Monde. Vous étiez d'ailleurs avec nous hier pour parler de la question de la vallée du Penchir et de la résistance du fils Massoud. Aujourd'hui, vous avez évidemment des contacts à Kaboul. Qu'est-ce qu'on vous dit après cette série d'explosions? On me dit, il y a plusieurs personnes qui devaient évacuer, que je connais très bien, qui devaient évacuer aujourd'hui. Et en fait, ils sont arrivés devant cette fameuse porte de l'aéroport. Ils attendaient, ils ont attendu des heures. Ils avaient été avertis malgré tout de ce que Londres avait dit sur la menace imminente. Oui, tout à fait. L'ambassade de France les avait avertis hier soir de ne pas venir. Et ensuite, ils ont organisé des bus. Ça a été plutôt bien, quand même, donc. Ça a été plutôt bien géré par Martinon, l'ambassadeur. Ah, donc la France avait malgré tout anticipé. Et en fait, on le voit là sur les images, voilà, c'est les portes, on passe les portes. Et en fait, moi j'ai des contacts, ils devaient passer la porte et boum. Voilà, ça a explosé de l'autre côté et donc ils n'ont pas pu passer. Donc ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Les bus ont fait demi-tour. Les talibans ont fait faire parce que il faut savoir que l'extérieur de l'aéroport est géré par les talibans. Oui, c'est ce qu'on a rappelé pendant. Donc en fait, ils ont été obligés de faire demi-tour. Ils rentrent chez eux et là c'est un peu la panique ce soir parce qu'il reste plus que pour les Français, enfin les gens qui ont travaillé avec les Français qui sont francophones, plus que 24 heures pour rentrer. Oui, et demain ça va être vraiment très tendu. La France, Jean Castex l'a dit ce matin. Demain, les évacuations depuis Kaboul s'arrêtent. Demain, vendredi. Voilà. Alors le raid partira en dernier. Moi, j'ai eu quelqu'un du raid tout à l'heure au téléphone qui me disait que eux, ça sera samedi. Et probablement qu'ils vont essayer de repousser de quelques heures, si la sécurité le permet. Si la sécurité le permet, parce que c'est toute la question qu'on a posée aussi pendant la première partie. Est-ce que les talibans ne vont pas en profiter non plus, invoquer
la question sécuritaire pour arrêter ces évacuations. Bien sûr, mais c'est aussi le but. En fait, ils rebondissent. En fait, bon, même si c'est pas revendiqué, tout le monde sait que c'est l'État islamique qui a perpétué ces attentats. Hein, c'est un secret pour personne. Le mode opératoire le laisse penser, en tout cas. Tout à fait. Les talibans vont rebondir là-dessus, parce que les talibans, en fait, les talibs essayent de faire en sorte que ces évacuations soient à minima et que ça soit un échec. On l'a bien compris depuis le début. Donc la débâcle, on est dans une débâcle, un bordel, excusez-moi. Non, mais vous pouvez le dire, puisque là, on est vraiment dans cet état de confusion. Vous avez, moi je suis en permanence avec WhatsApp, vous avez des indications contraires de minute en minute quasiment entre l'ambassadeur, les gens, etc. Donc c'est vraiment un capharnaüm et on se demande vraiment si demain les avions et les gens vont pouvoir partir. Et ça pose encore plus la question de ceux qui ne sont pas prévus dans ces avions qui doivent partir jusqu'à demain. Et ceux qui ne sont pas prévus dans les avions, je ne veux pas être pessimiste, mais ils ne partiront plus. Parce que déjà, si on arrive à faire partir 2 ou 3 avions d'ici samedi, comme le RAID le souhaite, parce que l'ambassade, enfin les gens de l'ambassade partiront avant le RAID, si j'ai bien compris, et le RAID partira en dernier avec les derniers. Déjà, si on arrive à faire partir ces avions avec des gens à bord, ça sera déjà, je pense, entre guillemets, un petit exploit. Oui, et Grégoire Degnaud, ça pose justement toute la question de tous ceux qui restent, ceux qui ont travaillé avec les Français en Afghanistan et dont la sécurité est mise en cause. Et nous avons donc pu joindre l'un d'entre eux qui se dit abandonné par la France. On va écouter son témoignage tout de suite. L'État français s'est engagé à protéger tous ceux qui ont travaillé pour lui. Mais d'anciens auxiliaires de l'armée française se trouvent coincés dans la capitale afghane, quadrillés par les talibans. Parmi eux, un homme que nous appellerons Ashraf, témoigne anonymement pour sa sécurité. Il assure parler au nom de 37 officiers afghans qui ont collaboré avec le ministère français de la Défense et l'armée française entre 2009 et 2020. On a commencé à travailler avec la DGSE en 2009 pour la protection de l'armée française. Après 2014, quand l'armée française a quitté l'Afghanistan, cette unité s'est installée à Kaboul en coordination avec l'ambassade, avec des officiers français rattachés à la DGSE. C'était un département de lutte contre le terrorisme en coordination avec les forces de l'OTAN. Ashraf dit avoir toutes les preuves de sa collaboration avec les services de renseignement français. Le nom de notre unité était 009, mais on l'appelait aussi Shamshad. Ce n'était pas une petite unité. Il y avait plusieurs officiers français qui venaient voir le responsable. Le dernier s'appelait Philippe. Moi, personnellement, avec mon équipe, je me suis rendu à Paris en 2018. J'ai toutes les preuves, les papiers prouvant que nous étions invités. Alors que Paris a procédé à l'évacuation de plus de 2000 personnes depuis le 15 août, Ashraf affirme que lui et ses collègues ont contacté les autorités françaises avant même l'arrivée des ex-insurgés à Kaboul, en vain. On a commencé à joindre l'ambassade. On a aussi envoyé des mails au ministère français de la Défense. Comme nous n'avions pas de réponse, nous nous sommes rapprochés d'une association. Ils nous ont dit qu'ils feraient de leur mieux. Ils nous ont demandé d'attendre. Leur dernier message nous disait qu'il fallait attendre et que nous pourrions figurer sur la liste des personnes à évacuer. En attendant, ces anciens employés des forces françaises disent vivre dans la peur et ne croient pas un seul instant aux promesses de pardon des talibans. Après plus d'une décennie de collaboration, Ashraf pensait pouvoir compter sur ses anciens frères d'armes. Il vient d'apprendre que les évacuations françaises cesseront dans les prochaines 24 heures. Nous sommes vraiment très déçus. Nous n'aurions jamais pensé qu'un jour, dans la pire des situations, le gouvernement français, le président Macron, nous laisserait seuls. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour nous. Officiellement, 1067 Afghans au total ont travaillé pour l'armée française. Plus de 200 et leurs familles ont été rapatriés depuis le départ des troupes en 2014. Mais depuis le 15 août, seule une quinzaine l'ont été. Et plus d'une centaine se trouveraient aujourd'hui encore à Kaboul, sans nouvelles de la France. Pourquoi la France n'a-t-elle pas évacué tous ses auxiliaires plus tôt ? Dans ce document estampillé ambassade de France à Kaboul, daté du 3 juin 2021, il est écrit qu'ils ne sont pas particulièrement ciblés et que les talibans n'ont jamais officiellement exprimé de menaces à leur encontre. Grégoire Degnaud, on vient de voir cette note.
elle est quand même très étonnante, pour ne pas dire autre chose, non? Qu'on considère une note qui date de juin. On nous explique beaucoup que que la France a tout fait pour évacuer les Afghans qui avaient travaillé pour elle. Eux, ce sont des Afghans qui ont travaillé pour l'armée française, qui ont travaillé dans le renseignement jusqu'en 2020. Donc, je vous rappelle que les derniers militaires français sont partis, soi-disant, en 2014. Ces gens-là ont travaillé. On a beaucoup de documents. On peut imaginer ce qu'ils ont fait entre 2014 et 2020. Ils ont fait du renseignement, voilà, de toutes les façons, du contre-espionnage, on appelle ça aussi, on a les documents qui l'attestent. Hein. Ces documents, vous ne les voyez pas forcément tous dans le reportage, mais c'est des informations que nous avons vérifiées. Ils n'ont eu aucune nouvelle. Ils vont rester sur place, mais ils sont encore des milliers à rester sur place. C'est la question aussi de combien eux, sont-ils là. Mais eux, qu'ils notent, qu'ils disent qu'ils ne sont pas ciblés par les talibans alors qu'ils ont fait du contre-espionnage, du renseignement pour les forces occidentales et pour la France, bon, ça paraît spécial. Mais ce ne sont pas les seuls cas. Hein. Il y a beaucoup de cas. Et de toutes les façons, comment faire pour évacuer tout le monde dans ce délai aussi court? Et surtout avec la situation d'aujourd'hui. Maintenant, comme le disait Nicolas tout à l'heure... c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. On va revenir aussi sur cette question. On a interrogé le porte-parole du ministère français des Armées, justement, sur la situation de ces Afghans qui ont travaillé pour la France et qui sont bloqués à Kaboul. On va l'écouter tout de suite, sa réaction. Il était l'invité du 14h, Hervé Grandjean, donc porte-parole du ministère français des Armées. Et selon des associations avec lesquelles le gouvernement français travaille d'ailleurs, selon des parlementaires, il resterait aujourd'hui encore plusieurs dizaines de personnes bloquées à Kaboul qui ont travaillé pour la France et qui n'ont aucune nouvelle d'elles. Effectivement, il reste quelques dizaines de personnes qui avaient travaillé pour la France. Le climat sécuritaire à Kaboul est extrêmement difficile. C'est d'une part parfois difficile de pouvoir contacter ces gens parce que les communications téléphoniques sont très chaotiques. Il est ensuite difficile de cheminer vers l'aéroport de Kaboul et il faut ensuite, une fois qu'on est aux alentours de l'aéroport, pouvoir s'extraire de la foule qui est massée aux abords de l'aéroport pour pénétrer sur l'aéroport. Donc on voit bien que le climat est extrêmement difficile, mais la France fait le maximum, c'est notre honneur et notre dignité, que d'évacuer et d'offrir la protection à ceux qui avaient travaillé avec nous. Et à chaque fois, vous avancez les dates de 2001-2014, 2014 étant le retrait officiel des troupes françaises de l'Afghanistan. Comment se fait-il que l'homme que vous avez entendu, et nous avons d'autres témoignages qui disent la même chose, ce sont des témoignages extrêmement précis, assure avoir travaillé pour les forces françaises jusqu'en 2020 ? Je n'ai pas d'éléments. Les chiffres que je vous communique traitent des auxiliaires de défense qui ont travaillé avec les forces armées françaises entre 2001 et 2014, qui sont les dates d'engagement de l'armée française en Afghanistan. Donc vous n'avez absolument aucune connaissance de services de renseignement qui seraient restés en Afghanistan, qui auraient continué. C'est vrai que c'est étonnant que la France quitte totalement l'Afghanistan pendant 7 ans. Ça peut être étonnant. Je n'ai pas d'informations particulières sur ce sujet. Voilà. Pas d'informations particulières sur ce sujet. Sachez donc que l'OTAN estime et affirme que les évacuations vont continuer jusqu'au 31 août et l'Union européenne également. Nicolas Jalot, justement, est-ce que vous êtes confiant dans ces évacuations, vous-même? Vous êtes un peu dubitatif parce que vous nous avez un peu expliqué hors antenne que c'était très confus. Je pense que c'est très confus, c'est très compliqué. Il faut rendre hommage à ceux qui sont sur place, parce qu'entre l'équipe de Martignon et le RAID, voilà, c'est une situation absolument inédite et insupportable. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez pessimiste. Si déjà on arrive à faire partir les avions qui étaient prévus jusqu'à vendredi soir, donc même si on les décale d'un jour ou deux, je vous ai dit, je pense que ça sera une petite victoire. Mais il restera des dizaines et des centaines de personnes qui seront en danger, et dont on a mis, nous, en danger, c'est-à-dire la France. Il faut en être tout à fait conscient. Mais on ne ramènera pas tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut l'affirmer. On va poser la question à Emmanuel Dupuis aussi, qui est un spécialiste des questions de sécurité, qui a été conseiller aussi politique sur l'Afghanistan. Pour la France, Emmanuel Dupuis, est-ce que vous partagez cette analyse de Nicolas Jalot ? Oui, je la partage et je pense qu'il faut le répéter. Premièrement, il y a sans doute de la part d'Hervé Grandjean beaucoup de bonnes paroles, mais une réalité qui n'est pas tout à fait celle qu'il décrit. Il évoque le fait que la France a été présente entre octobre 2001 et décembre 2014. Effectivement, le dernier militaire français a quitté le territoire en 2014. 60 000 Français ont été déployés en Afghanistan dans le cadre de la mission de l'OTAN, de la Force internationale d'assistance pour la stabilisation,
J'ai moi-même été conseiller politique de la Task Force Lafayette. La France avait un dispositif militaire dans la province de Capissa. Alors il faut être très précis. Il y a effectivement près de 200 PCRL, ce qu'on appelle les PCRL, personnels civils de recrutement local, qui ont été interprètes, traducteurs, dont justement à l'instant vous l'avez entendu dont également. Une bonne partie effectivement se trouve en France, et il faut rendre hommage aux autorités d'avoir permis cela. Mais il en reste encore beaucoup à Kaboul. Mais Emmanuel Dupuy, alors je vais aller plus loin avec vous. C'est-à-dire que là, la France arrête ses évacuations demain, normalement. Les États-Unis, le 31 août. Les talibans, ensuite, sont déjà au pouvoir et seront encore plus au pouvoir avec la nomination d'un gouvernement. Que va-t-il arriver à ces gens ? Pour être très clair, est-ce qu'on pourra de nouveau, on sait que l'ONU est aussi sur cette affaire, est-ce qu'on pourra imaginer peut-être que l'ONU et d'autres organisations internationales et peut-être tout simplement d'autres pays négocient avec les talibans pour les faire sortir ? Parce qu'autrement, soyons très clairs, c'est peut-être aussi tout simplement une condamnation à mort pour tous ces gens qui restent. Alors il faut, effectivement, je ne voudrais pas affirmer ce qu'a dit Hervé Grandjean ou la note du ministère de la Défense, il faut rappeler que 5 de ces interprètes français ont trouvé la mort. Et encore un, il y a pas plus tard qu'il y a à peu près un mois. Donc évidemment, leur vie est en danger. Mais la vie de beaucoup d'autres personnes est en danger. La France, comme je le disais, a administré militairement la province de Capissa. Le gouverneur de Capissa, qui a travaillé avec les Français, est sans doute en danger, Maraboudine Safi. Les sous-gouverneurs, la France était présente dans la province de Capissa et dans le district de Surobi. Un certain nombre de gouverneurs de district qui ont travaillé aussi avec les forces françaises sont aussi en danger. Au-delà des traducteurs et des interprètes, il y a tout le personnel qui a aidé la mission archéologique, la DAFA, les 2 lycées français, le lycée Istiklal, le lycée Malalaï, le centre culturel français. Donc on voit bien que nous allons laisser derrière nous un certain nombre de personnes qui, évidemment, sont à risque et qui, évidemment, sont en danger. Et je rappelle aussi que la France a formé des officiers et des sous-officiers dans le cadre de dispositifs Épidote, et qu'il y a un certain nombre de militaires afghans qui sont venus en France. Que vont-ils devenir ? Est-ce qu'ils vont être amnistiés ou est-ce qu'ils vont être pardonnés ? Les talibans ont fait des lettres de pardon temporaires. Est-ce que cela va durer ? Est-ce que les forces armées afghanes vont être recomposées à partir de cette base? Je ne le pense sincèrement pas. Donc, bien évidemment, la responsabilité française sera engagée. Les États-Unis, je rappelle, ont prévu de récupérer 70 000 personnes. Nous, 2000, je pense que nous allons évidemment laisser beaucoup de nos amis sur place. Merci Emmanuel Dupuy. Et je me tourne vers vous, Grégoire Degnaud, parce qu'on vient de l'apprendre. Les talibans condamne ce qui vient de se passer, mais en disant que c'était sous la responsabilité, une zone sous la responsabilité des Américains. On voit bien, encore une fois, ils veulent utiliser ce qui s'est passé. Ils vont utiliser ce qui s'est passé, ça les sert, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout s'arrête le plus vite possible pour contrôler intégralement le territoire, enfin Kaboul, et qu'il n'y ait plus d'Occidentaux, et après pouvoir faire comme ils veulent. Ils ont fait une déclaration l'autre jour qui était intéressante à ce sujet, c'est qu'ils disaient stop aux évacuations des Afghans et on va dire des cadres, des cerveaux afghans, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en vont, et eux, ce sont des militaires, les talibans, c'est des guerrieros, c'est des gens qui n'ont fait la guerre, ils ne sont pas assis derrière un bureau, et ils ne vont pas rester assis, ils ont besoin de gens pour gérer le pays. Et donc, ils n'ont pas envie que tous ces gens partent, et c'est ceux-là qui partent, il y en a beaucoup qui partent. Et donc, moins il y en a qui partent, plus ils vont rester. Souvent, ils vont travailler sous la menace, parce que comme ils ont souvent collaboré avec les Occidentaux, ils vont travailler sous la menace, mais eux, ils ont envie de les garder. Donc ce coup de l'État islamique les arrange aussi un peu, même si ça démontre leur faiblesse. Mais comment voulez-vous, dans une ville comme Kaboul, qui fait 6 millions d'habitants, plus les réfugiés, plus tous les gens qui sont arrivés, qui sont massés à l'aéroport, comment détecter... C'était impossible. C'était la question un peu naïve que je posais au début de cette édition, mais c'est impossible. C'est impossible. Déjà, un kamikaze, c'est difficile. Ils réussissaient à en attraper de temps en temps ou à les isoler, et alors il faisait peu de dégâts. Mais là, en ce moment, dans la situation actuelle de Kaboul, c'est totalement impossible. Merci Grégoire Degnaud d'avoir été avec nous sur le plateau TV5 Monde. Merci Nicolas Jallot. Merci à Emmanuel Dupuy, à tous nos invités et aussi à tous les reporters qui ont pu témoigner depuis Kaboul pour cette édition spéciale consacrée donc à cette série d'explosions aux abords de l'aéroport de Kaboul.